Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, ok, parce que moi je ne m'entends pas du tout. Ravie de vous accueillir dans cette dernière table ronde sur les questions de développement durable notamment, enfin, ou plutôt de futur possible sur notre belle planète Terre. Aujourd'hui, on va parler d'agroforesterie, de café de forêt et donc notamment des enjeux d'une production raisonnée. Mais avant de commencer, je voulais savoir si vous êtes tous, qui est familier avec les enjeux qui sont derrière la forêt. Et est-ce que vous avez, par exemple, des petites, pour vous, derrière la forêt, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de crédit carbone? Est-ce qu'on parle quels sont les principaux enjeux pour vous, en fait? Je vais vous en donner quelques-uns et puis vous allez me dire à main levée si ça vous parle. Donc il y a d'abord les crédits carbone. On a aussi, donc est-ce que crédit carbone, ça vous parle quand on parle de déforestation? Ça vous paraît le plus important ou pas vraiment? La capture du carbone, peut-être, c'est fondamental. Mais c'est pas le seul critère. On a aussi le cycle de l'eau, bien sûr, qui va être compensé, augmenté, amélioré par les forêts. On a aussi la question du sol. On a la question de la biodiversité et on a la question de la régulation de la température et plein d'autres éléments. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça et essayer de vous amener des éléments qui sont peut-être un peu différents de ceux que... de simplement le côté très descriptif de système agroforestier, mais vraiment sur les modalités d'action des différents acteurs de la filière pour vous donner un éclairage particulier qui soit peut-être un peu différent de celui que vous pourrez trouver sur les sites internet des différentes institutions. Alors, tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que l'agroforesterie, c'est un système qui est consubstantiel à l'agriculture depuis quand même un certain nombre d'années, puisqu'en fait, on a mis en place des systèmes agroforestiers à partir du néolithique, dès que l'homme s'est sédentarisé. Et c'est dernièrement qu'on a changé en fait notre façon de fonctionner avec une séparation, une séparation des différentes activités qui permettent de l'agriculture notamment, donc la forêt, les cultures et l'élevage. Donc pour parler de ces enjeux, je vais vous présenter, je vais demander à chaque intervenant de se présenter rapidement. Donc, en situant donc, qui il est et d'où il parle et qui il représente. Voilà, on va essayer de faire des interventions très courtes pour justement permettre une belle circulation de la parole entre vous. Donc, Laure, est-ce que tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Merci Morgane. Bonjour à tous. Donc, je suis Laure Dastor. Je suis la directrice générale de l'Alliance pour la préservation des forêts, qui est une coalition d'entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement, dont des acteurs du café. Nous avons aussi bien des grandes entreprises comme Nestlé ou Ferrero et des plus petits acteurs comme Café Bock ici présents, et d'autres acteurs du café comme Coutume, Belco, Terre de Café, qui nous ont tous rejoints l'année dernière, puisqu'il y a un vrai enjeu à lutter contre la déforestation. Merci. Hippolyte ? Eh bien, bonjour à tous. Hippolyte, fondateur de l'Arbre à Café. Alors, l'Arbre à Café, on a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on est producteur torréfacteur, puisqu'on a notre propre plantation. Évidemment, en agroforesterie. Nous, l'agroforesterie, en fait, c'est un mot qu'on connaît peu à l'Arbre à Café, parce que c'est une évidence depuis 14 ans que l'Arbre à Café existe. J'ai fait du consulting, notamment avec Morgane, toujours dans des fermes en agroforesterie. Et aujourd'hui, on a planté donc notre plantation from scratch depuis 2019 au Pérou, pas très loin d'une base connue d'Envolver, sur laquelle on expérimente, où on fait la synthèse de tout ce qu'on a appris en agroforesterie dans cette plantation. Et puis, comme on est carbone net zéro, on finance un projet de préservation de la forêt, puisque la forêt, effectivement, a quelques enjeux de destruction ici. Voilà. Et que comme on travaille en biodynamie, essentiellement, on aime beaucoup les relations symbiotiques et les multiples interrelations qu'il peut y avoir sur une même plantation.
Merci Hippolyte. Charlène, d'Envolver. Bonjour à tous, moi c'est Charlène, donc du coup je travaille pour Envolver. C'est une association qui s'occupe de la protection des forêts. On entend bien? C'est bon. Je pense que tout le monde Vous entendez bien ou pas? Ouais, comme ça c'est mieux, non? Ouais, voilà. Moi je travaille pour Envolver, c'est une ONG qui travaille sur la protection de la forêt et la lutte contre la déforestation d'une manière générale. On œuvre en Colombie, au Pérou et en France. Et au Pérou spécifiquement, on a un projet justement à côté de Villarrica, à Pichanaki, où on accompagne tous les ans 200 producteurs à la reforestation de leurs parcelles via des systèmes agroforestiers complexes. On instaure plus de 15 espèces sur chaque parcelle, donc on fait attention aux strates, on fait attention voilà, à différentes choses, aux usages aussi. Et en gros, on essaye aussi du coup d'accompagner les coopératives du coup qui sont en travail avec ces producteurs. Donc on a 4 coopératives partenaires, dont la première coopérative de femmes du Pérou. Et en ce moment, on travaille aussi sur un projet de traçabilité pour mettre en œuvre, pour démontrer la mise en œuvre du nouveau règlement européen qui est en train de passer sur la déforestation. Voilà. Et c'est aussi très intéressant de voir que vous êtes très engagés quand même. Et donc il y a un certain nombre d'entreprises avec lesquelles vous avez décidé de ne pas travailler. Oui. En tout cas de ne pas recevoir de financement. Oui. Et en même temps, vous travaillez donc sur des financements, notamment des programmes d'aide au développement oui. de l'AFD. L'AFD nous finance énormément, effectivement, donc ça c'est intéressant. Ils sont très intéressés effectivement pour la loi de traçabilité aussi, de la manière dont on peut la mettre en œuvre. Mais on travaille aussi avec certains torréfacteurs, notamment l'Obodis, avec lequel on met en œuvre le projet pilote là, sur la traçabilité. On a aussi visité le merveilleux projet de l'Arbre à Café pour faire un échange de producteurs, puisqu'on est toujours dans cette démarche d'accompagnement des producteurs et de travail collectif. On n'est pas là pour dire comment on doit le faire parce que chaque système agroforestier, il est individuel, il est personnalisé, il va dépendre de la projection de la personne avant tout. Et il faut que ça lui corresponde un maximum à elle, mais aussi à son biotope. Merci. Marcos Matos, directeur général de Secafé. Donc, est-ce que vous pouvez can you please introduce yourself and who you're speaking from, meaning what is Secafé and who you represent, please. On va pas traduire les interventions en anglais. On compte sur le fait que vous allez comprendre. Et sinon, elles seront traduites sur la plateforme du collectif. Voilà. Thank you, Morgan. Sorry for not speaking French yet, because I will learn. It's an honor to be here. As Morgan said, I'm from Secafé. I'm Marcos Matos, Executive Director. Secafé is the Brazilian Coffee Exporters Council. Brazil is a producing country and exporting country, the biggest producer, the biggest exporter, and the second consumer. Our members are cooperatives, global companies, and national companies. We are together working a pre-competitive agenda. We supply our internal market and export to 122 countries last year. So Brazilian coffee chain, it's efficient and now represents 265,000 farmers. 78% of them access rural credit focusing family agriculture. Because they are smaller than 20 hectares, those 70% of farmers. 78% represent 51% of production. This is their question. Yes, and also they are minus 20 hectares. Yes, yes, below 20 hectares, and to access rural credit, that is subsidies for agriculture. If you have a limit of profit, income, it's not based on the size, but based on the income. 78% it's eligible to access that rural credit. Okay, thank you. We will briefly talk about the deforestation pardon. Désolée. On va parler rapidement de la loi sur la déforestation importée qui est en train de passer et de ces enjeux, sachant que vous êtes invités vraiment à regarder la table ronde d'hier qui avait lieu sur la traçabilité où ces enjeux ont été vraiment abordés avec beaucoup de précision. Donc pour éviter de nous répéter, je vous invite vraiment à regarder cette table ronde d'hier. Néanmoins, Laure, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait du lobbying et quelles sont les instances, peut-être au niveau de la communauté européenne, qui vous permettent de faire avancer ce projet et peut-être les dates clés, s'il te plaît?
Oui, alors déjà, quand on parle de déforestation, pour vous donner un chiffre, en fait, ces 30 dernières années, il y a à peu près 420 millions d'hectares de forêts qui ont disparu, donc soit l'équivalent de l'Union européenne, donc c'est absolument énorme. Et donc on travaille avec l'ensemble des parties prenantes, ça fait maintenant depuis 5 ans, pour pousser une réglementation européenne, ambitieuse et contraignante, qui vont obliger donc les entreprises qui mettent sur le marché donc le café et d'autres matières premières comme le cacao, le soja ou l'huile de palme, elles vont être obligées de tracer leurs matières premières jusqu'à l'implantation. Et donc elles vont avoir des obligations de traçabilité très contraignantes. Et donc l'Europe va interdire donc l'importation de produits issus de la déforestation. Et donc la réglementation est entrée en vigueur donc, au mois de juin dernier, donc tout récemment. Et les entreprises ont une période de transition de 18 à 24 mois pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement. Merci. Charlène, est-ce que tu veux réagir là-dessus par rapport à la façon dont ça se passe un peu, ou peut-être les enjeux qu'il y a derrière cette déforestation par exemple sur un pays spécifique comme le Pérou? Oui. Il faut savoir qu'au Pérou, déjà, la déforestation, elle est générée à 60% par l'agriculture migratoire. Donc, en fait, c'est que les petits producteurs qui vont aller se déplacer, chercher des terres agricoles pour pouvoir produire des denrées qui vont leur apporter quelque chose. Donc, c'est pour résoudre la pauvreté. Donc, on n'est pas du tout sur de l'agro-industrie de base, en fait. On n'est que sur des micro-lots de moins de 5 hectares. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tous ces producteurs-là, ils aient une capacité à s'adapter et à répondre aux critères du nouveau règlement européen. Et ça va être un très, très gros enjeu parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui n'ont aucune notion des lois d'une manière générale qui vont s'appliquer, de la manière dont elles s'appliquent, de ce qu'ils doivent fournir, de même trouver un GPS pour aller chercher la traçabilité de chaque parcelle, se déplacer, à qui transmettre l'info, comment ça se passe. C'est très compliqué. Et en l'occurrence, sur le terrain, il se trouve qu'on en a discuté avec les coopératives en lançant le projet pilote. Elles n'étaient même pas au courant que cette loi allait exister. Elles l'ont appris il y a 3 mois. Donc clairement, ça va être un enjeu énorme. La loi était déjà passée, on avait déjà passé tout le process d'écriture de la loi, de votation, etc., avant même que les pays producteurs soient au courant de cette loi. Donc déjà, là, on voit qu'il y a un problème, c'est le problème de communication entre les deux. Donc là, ils sont en train, en ce moment, ils ont créé des tables rondes au niveau de l'État, etc., pour pouvoir discuter de ça et voir comment ils allaient le mettre en œuvre. Mais ils se rendent bien compte qu'il va y avoir un gros problème, c'est qui va vraiment payer ça, finalement, qui va aller qui va payer l'ingénieur qui va aller chercher toutes les parcelles, etc. Comment ils vont s'adapter à ça? Donc ça, c'est la première règle, elle est technique en fait, concrètement, comment ils vont faire pour s'adapter. Et la deuxième règle après, c'est finalement, en vrai, comment ils vont faire pour vendre ce café qui va coûter plus cher aussi, quoi. Donc il y a une vraie adaptabilité des producteurs, enfin une vraie adaptabilité des systèmes de vente finalement qui va devoir se faire. Ok, merci. Hippolyte, est-ce que tu veux nous parler de la rente forestière, une des raisons pour lesquelles on fait de la déforestation notamment? Alors moi je vais vous parler de l'expérience, puisqu'effectivement vous avez plus d'institutionnels. Nous l'expérience, donc juste à côté de là où Envolver travaille, à plus haute altitude, on a acheté un terrain de 35 hectares en 2019. 35 hectares qui étaient en grande partie plantés par des eucalyptus. Vous savez que l'eucalyptus c'est fantastique, avec le pin ça pousse très vite, ça assèche tout, ça acidifie tout, mais ça rend flou évidemment les caisses, notamment de ceux qui avaient des terres de pâturage à haute altitude. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé, on a coupé tous les eucalyptus. Donc c'est terrible en fait. On a déforesté. Donc quand on arrive là-dedans la première fois, enfin après la coupe, c'est un vrai choc. Avant, on avait fait un rapide inventaire justement de la faune et de la flore, et on avait quelques animaux. 5 ans après, on est en combien? 4 ans après, aujourd'hui, nous on a planté plus de 40 espèces d'arbres, de strates différentes, etc. Les populations d'oiseaux ont été multipliées par 50. La faune a été multipliée par 20. Et qu'est-ce qui s'est passé à côté? Il y avait des terrains qui étaient dans le même état que nous ou qui étaient libres des vieilles pâturages qui étaient laissés spontanément à la revégétalisation, on va dire, spontanée. Et j'en reviens, j'étais la semaine dernière, et à côté de nous, déforestation totale pour planter des fruits de la passion, la grenadille totale, chimique. Et au-dessus, nous, on a réservé 3 hectares dans notre ferme qui étaient en forêt native, ou ce que les Occidentaux appellent des forêts natives, non touchées. Donc on a été pris pour des malades mentaux de ne pas planter à cet endroit-là, mais c'était tellement beau, tellement plein de vie qu'on n'y a pas touché. Et cette réserve, chez nous, qui s'appelle une réserve, cette forêt, elle monte sur tout le coteau.
Eh bien, j'y suis allé donc la semaine dernière et j'ai eu l'horreur de découvrir qu'un bulle était passé au-dessus de notre plantation pour une culture de pin. Voilà, donc cette reforestation, elle est hallucinamment rapide. Et effectivement, c'est pas total, machin, bidule, qu'on voudrait dire, le grand méchant loup, on veut dire, mais c'est des initiatives en fait complètement individuelles de gens qui ont un terrain, comme dans le Massif central, et qui vont dire je vais planter du Douglas à la place d'autres choses. Voilà. En monospécifique, c'est une sorte de reforestation, vous avez compris, que je ne porte pas dans mon cœur, avec des espèces évidemment exogènes et qui ont des enjeux, des effets sur les écosystèmes absolument terribles. Nous, on a une plantation de pin qui a 3 ans de plus au-dessus de notre ferme et on a déjà le système hydrique et le réseau hydrique qui a changé. Voilà, pour l'expérience. Merci beaucoup Hippolyte. Alors je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, mais c'est parfait. Moi, juste pour préciser pourquoi on déforeste, en fait, il y a une rente forestière. Hippolyte a rapporté des échantillons de sol, notamment du Pérou. Donc, on ne sait pas si c'est légal, mais on fera sans les certificats phytosanitaires. et en fait, dans l'idée, quand vous avez une forêt, cette forêt, elle va être constituée d'un certain nombre d'espèces. Et ces différentes espèces vont aller puiser plus ou moins profondément dans le sol ou jouer des associations avec des mycorhizes, avec d'autres éléments du sol, des champignons. Et toute une faune du sol aussi, et les arbres vont permettre de constituer des sols, et notamment des sols vivants. Et cette question des sols vivants et des sols qui sont extrêmement riches, il faut savoir qu'on a tous pratiqué des systèmes agroforestiers avec des abattis-brûlis, ça s'est fait, c'est partie de l'histoire de l'humanité, je suis sûre que vous vous rappelez de ça. Et en fait, on a une... et en Amazonie. Et en Amazonie... Traditionnelle. Oui, voilà, c'est ça. En fait, mais ça peut fonctionner que s'il y a une rotation qui est assez longue. C'est 25 ans, 50 ans de rotation dans des systèmes tropicaux. Donc en Europe, c'est encore plus long que ça. Et en fait, c'est juste que ces sols-là sont beaucoup plus riches. Donc c'est comme si vous preniez un sol, vous n'avez pas besoin de mettre d'intrants pendant longtemps. Ça vous garantit un rendement. Ça vous garantit qu'il est à l'équilibre en termes biologiques aussi. Donc il n'y a pas de maladies, d'insectes qui vont prendre le pas sur d'autres, etc. Donc c'est un des enjeux de cette rotation, de cette mise en culture par notamment des paysans. Marcos, would you like to react on that about deforestation and all that has been said just recently? Marcos est traduit par Elie dans Volver. Merci beaucoup, Elie. Yeah. Thank you, Morgan. So that subject, it's priority to us. We all know our challenges in Brazil related to illegalities in some regions. Brazil is a continental country. We all know that. In coffee areas, we are so consolidated in a human point of view occupation. We have a national law that the date limit for zero deforestation is 2008, not 2020 or 2021, 1st January. But in our analysis, 99.9% are compliant with our date, 2008. And we are working to analyze the new date limit that the European Union regulation. One point important to mention is we work together. Nowadays, 45 cooperatives and companies export to Europe. European Union represents 50% of the coffee exports from Brazil. 50%. Specialty coffee, sustainable seals, certifications. So that for us, it's priority. We create a platform. No matter if you are Olan, NKG, Scotiabank Cooperative, no matter. We are working together to create the best model, the best way to check, and it's not the zero deforestation. The law said respecting the national laws and the social aspects, the modern slavery, things like that, and of course, environmental issues. So we launched 2 weeks ago our platform, 45 companies and cooperatives working together to export to Europe. So I think now we can attend the legislation. Ok. On voit la force d'avoir une organisation de producteurs et d'exportateurs de café qui est vraiment
structurée. Le Brésil, c'est cette grande origine de café qui est le leader du marché mondial depuis 1840. 1800, hein, c'est pas 1900, 1840. Donc c'est 40% de la production mondiale, 32% des exportations mondiales. C'est énorme. Et donc, ils sont très structurés avec des statistiques et des enjeux. Il y a eu une politique très forte qui a permis l'émergence d'un système qu'on va un peu décrire. Et aujourd'hui, c'est un peu comme un paquebot, quand même, qu'il faut aussi amener à des pratiques plus durables. Et notamment, le Brésil, alors Marcos va préciser, mais depuis très longtemps, a entériné le fait qu'il y aurait des forêts sur toutes les plantations, c'est-à-dire 20% qui sont des réserves, mais néanmoins, dans les systèmes agroforestiers qu'on va redécrire, dans les plantations de café, on n'a pas réellement de système agroforestier avec les bénéfices que ça peut avoir, puisqu'on a dit que les systèmes agroforestiers, c'est à la fois des arbres, de l'élevage et aussi des cultures. On avait ça en Normandie, c'est aussi des haies, c'est aussi de la préservation. Hippolyte, tu veux réagir ? Oui, enfin je veux rebondir effectivement. Le modèle brésilien en tout cas que je connais, et on est l'un des rares à travailler qu'en agroforesterie au Brésil, ce qui est extrêmement rare et difficile, et en agroforesterie diversifiée. Qu'est-ce qui se passe ? On a le même enjeu dans la vigne en France et en Europe. Vous entendez parfois des projets d'agroforesterie dans la vigne. À partir du moment où vous travaillez avec des machines, vous ne pouvez pas faire d'agroforesterie au sein d'un même rang, puisque la machine ne peut plus passer. D'accord ? Donc la façon la plus simple qui a été inventée, c'est soit de planter des rangs d'arbres au sein de la plantation, mais suffisamment espacés. Mais ça veut dire que vous condamnez un rang de café. Donc il y a une plantation modèle que Morgane connaît très très bien au Nicaragua, qui a été l'une des premières à l'aube des années 80 à faire ce type d'agroforesterie, avec un succès absolument incroyable. Aujourd'hui, la mode, effectivement, et c'est ce que fait Finca Hartmann, que vous connaissez peut-être au Panama, l'une des meilleures plantations du monde, c'est de réserver effectivement des forêts au cœur de la plantation. Donc ils ont une grande plantation et entre chaque parcelle, il y a un espace boisé. Donc il y a des interconnexions qui vont se faire. Mais les arbres ne sont pas sous agroforesterie, ce qui est très différent des modèles que Charlène et Volver vont pouvoir développer ou que nous, on va pouvoir développer. Oui, merci. Avant, je vais vous proposer de visionner une petite vidéo qui a été faite par un producteur indien. C'est tout en anglais. Ça va l'anglais ? On est dans les Baba Budangiris. Donc c'est une des premières régions qui a été mise en culture. Term that's gaining a lot of popularity today with lots of people, particularly from a marketing perspective. Et donc c'est un producteur donc des Baba Budangiris qui va nous expliquer en fait comment il cultive et quels sont les enjeux qu'ils peuvent avoir avec cette production. Ça va ? Alors en attendant, ça va ? Ok. Hippolyte, tu veux réagir sur ce que disait Hippolyte, Charlène ? Non, pas du tout. On parle des systèmes de haies dans les systèmes agroforestiers. Ah bah c'est super. Voilà, parce qu'on disait que du coup, le système agroforestier, c'est aussi des usages et donc du coup, on parlait de ça, des différents types de plantations qu'on peut avoir. Et quand on a des voisins qui ont des pratiques qui sont pas très très respectueuses de l'environnement, comme qui font du brûlis ou qui vont faire des cultures de pin, etc. On peut choisir des espèces qui ont des fonctions. Nous, on met notamment en place des systèmes de haies anti-feu, des systèmes de haies qui vont renforcer la biodiversité, des systèmes de haies qui vont couper le vent pour les maladies qui vont venir avec le vent. Voilà, à chaque fois, on peut s'adapter et tout ça. Ça demande un certain espace. Hein. C'est ce qu'il disait avant. C'est qu'à chaque fois, chaque stratégie va aussi dire on va empiéter sur une ligne de café pour avoir une autre fonction derrière. Et en fait, nous, les producteurs, ce qu'ils nous disent, c'est j'ai perdu un peu de café, mais j'ai gagné tellement avec autre chose. Et ça, je le valorise vraiment, que ce soit en qualité de vie, en diminution des intrants chimiques. Enfin, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont jouer derrière, qui font que finalement, les producteurs, après quelques années, ils se rendent vite compte que ça vaut quand même le coup. Donc nous,
sur la frontière avec justement la production de fruits de la passion, de grenadilles, on a planté effectivement de la citronnelle tout le long. Vous savez que les citronnelles, enfin, toutes les plantes justement aromatiques ont des vertus justement contre les insectes, etc., etc. Et du bambou pour le faire. Mais ce que je racontais, c'est qu'on a une difficulté, comme on est à 1900 mètres d'altitude et c'est une zone qui n'était pas cultivée jusqu'à maintenant, on a du mal, enfin ça fait 5 ans qu'on teste différentes espèces, différentes variétés justement de petits arbres, etc. pour voir ce qui peut tenir. Donc on a eu plein d'échecs et puis on a des réussites assez étonnantes comme le mûrier et l'arbre, le néflier, qui ne sont pas du tout indigènes en revanche. Le vétifère fonctionne très bien et puis je vous ai apporté un cadeau. Là, c'est sur le travail du sol. Servez-vous, vous allez voir. C'est sans doute le meilleur curcuma que vous aurez à goûter. Il met 18 mois à pousser au lieu de 3 mois en zone de culture pour décompacter le sol et justement essayer de régénérer le sol. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir précisé tout ça. En fait, ce que ça montre, et on pourra revenir là-dessus probablement avec Marcos et aussi Laure qui nous parlera des mécanismes de financement ou des projets de financement qui permettent justement de restaurer des systèmes agroforestiers. Ce qui est très intéressant dans ce que disait, ce que je voudrais souligner dans ce que disaient Charlène et Hippolyte, c'est qu'en fait, par rapport à l'agroforesterie, on a besoin de reprendre, comme le disait notre président, des méthodes type Amish et en même temps d'apporter des solutions hyper innovantes, hyper modernes, qui se basent sur une connaissance et un empowerment très important de la part des producteurs qui connaissent leur plantation et à qui on va plus dire c'est toi, c'est moi l'ingénieur agronome qui va te dire comment tu dois cultiver alors que j'ai grandi en ville ou je sais pas quoi, ou bien alors que toi, producteur, fils de producteur, en fait, tu as tout un tas de connaissances. Simplement, on va te donner la confiance aussi pour qu'on puisse travailler main dans la main et que les outils que j'ai fassent main avec les outils que tu as. Je vous propose, donc on a dit, pratiques traditionnelles plus pratiques hautement innovantes qui permettent justement d'apporter des espèces variées et facilitent en fait les échanges de compétences. On va regarder la vidéo de Sunil, c'est 3 minutes 30. Sunil, donc les Baba Budangelis, merci beaucoup. Hi. Agroforestry is a term that's gaining a lot of popularity today with lots of people, particularly from a marketing perspective. However, for us, it's a way of life. It's been a way of life for over many generations. It's what's made us successful in what we do. Today, unfortunately, we have reached a situation where we need to preserve this practice and also ensure that we're able to pass it on to the next generation. We are growing coffee here in the Western Ghats of India, and we've been doing this since the early 1800s. The beauty of the Western Ghats of India is the diverse flora and fauna, as you can see behind me. We have heavy rainfall on gentle slopes. We have series of different climatic patterns. However, when we notice the areas that are uncultivated, they are largely unaffected. In our urge to increase crops, increase yields, what has happened is that we have resorted to shortcuts where we cut trees, expose sunlight, imitate other countries and other practices without understanding the basics of the geography in which we live in and grow in. We need to come back, and towards this, Hoysala and our farms are beginning to make the first steps. 4 years ago, we consciously decided that we will not continue cultivating in the commercial conventional practices. Hence, we went back to what was being done by our ancestors and resumed what is now called real agri-forestry. We grow our coffee here on these places, and you can see none of the ground, you cannot see any part of the ground. The ground is 100% covered. It has what grows naturally here, and we maintain it. Yes, we do remove unwanted invasive species, but otherwise we preserve all the flora and fauna of this area. This enables us to prevent washing away of the topsoil due to heavy rains. This prevents the ground from getting heated and killing the microorganisms within. This
has enabled us to ensure that earthworms come back to growing furiously and dig out minerals and aerate the soil. All of this has resulted in healthy plants, healthy crops, and healthy fruit. Most essential in this is that the produce is now 100% chemical free, great for human consumption, and completely sustainable. You can see the plants behind me, Robusta and Arabica, growing in conjunction with dadab trees, a secondary shade, as well as red cedar, white cedar, mahogany, ficus trees, jackfruit, along with a few silver oak trees which were harvested or which were planted for commercial harvesting. All of this in conjunction enables us to ensure that we can move away from chemical farming, preserve the environment around us, and hopefully add it and give it to the next generation in a pristine condition. Thank you for listening. Voilà. Ça va? Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Ouais, il y a pas mal de choses à dire, je pense. On est sur un système agroforestier intermédiaire, je dirais. Si. Nous, c'est pas la vision de l'agroforesterie qu'on a parfaitement. On voit que là, c'est un système agroforestier qui est un petit peu vieillissant, je dirais. On voit que les arbres sont un peu vieux. Ça doit être un café qui produit quand même au niveau de la productivité de la parcelle. On ne doit pas être trop mal quand même parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de soleil en fait qui doit rentrer dans la parcelle. Normalement, on est à peu près à 60% d'ombrage, donc on pourrait en rajouter encore. Moi, ce qui me frappe surtout dans le système agroforestier, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on voit qu'il y a une couverture de sol. Dans le système agroforestier, on pense que à ce qui est en haut, alors qu'en fait, ce qui est en bas, c'est hyper important. Il faut que les feuilles, elles tombent par terre, et si elles tombent pas par terre, on peut aussi mettre autre chose. Nous, on travaille avec de nombreuses couvertures de sol qui ont beaucoup d'avantages différents. Il y en a qui représentent tout de suite une alternative économique. Il y a des fois, on va planter, je sais pas moi, du curcuma, par exemple. Curcuma, ça fait une alternative, même si ça pompe un peu pas mal de ressources dans le sol. Mais voilà, il y a des couvertures de sol qui vont apporter différentes choses. Donc déjà, là, on voit qu'il en a une. Je pense que c'est un peu de l'herbe, on voit pas bien. Je sais pas si tu as reconnu la couverture de sol. Je l'ai pas reconnu, je pense que c'est uniquement des mauvaises herbes en vérité. Donc je pense qu'il y a une petite amélioration à faire là-dessus. Et puis deuxièmement, on voit qu'il n'a pas trop travaillé ses strates. Il y a surtout la strate très très haute et comme les arbres sont un petit peu vieillots, en fait ça fait pas une très grosse coupole. Donc ça peut être intéressant pour la productivité, mais d'un autre côté on sent que c'est un système qui va avoir besoin d'enrichissement dans les années à venir. En fait, juste pour préciser, donc en fait, il y a des périodes. Ce qui est très particulier à l'Inde, c'est qu'ils vont avoir un management de l'ombrage qui va être fait notamment par beaucoup d'élégages en fait. Et c'est vraiment une spécificité de l'Inde, c'est de travailler un élégage tous les ans sur certains, enfin parfois 2 fois par an, et pour pouvoir faire entrer du soleil à certains moments, et ensuite pour avoir quand même une bonne productivité, puisqu'il faut du soleil pour avoir une fructification, puisqu'on a des sélections variétales de café qui ont besoin de soleil quand même pour pouvoir produire des fruits jusqu'à nouvel ordre en fait, sauf si on est en Éthiopie. Et là, il y a des cafés de forêt. Mais, et du coup, et ensuite, ils ont effectivement les arbres d'ombrage assez hauts, et là, ils vont faire un élagage tous les 1 à 3 ans. Et bon, pourvu que là, ça a été fait hier la vidéo, donc c'est possible que ça ait une incidence aussi sur la couverture. Ce qu'on n'entendait pas là, c'est tous les oiseaux, les cigales, etc., qui sont quand même assez présentes. Juste avant que tu réagisses, Hippolyte, je voulais passer la parole à Marcos Matos. In Brazil, you have a lot of experiments and trials about this soil coverage, which is Bracaria. And it also resumed what you told me to be a condition. It's not only a condition for grants, I mean not grants, but for financing the rural fund for small farmers. Can you explain to us how big and how much it's scaled up? Because we speak a lot about things, but how does it scale? Now we need to act, as you were saying when we were preparing this roundtable. Climate change is hitting strong, and action needs to be taken. That's perfect, Morgan. It's very interesting that Charlene mentioned already. Actually, I will mention the importance of the economic purpose for shading. I'll give you an example. It's a production system representative. I mentioned to you, I don't know if everybody knows macadamia, a kind of nuts.
the specific farm increased 5% of productivity, the coffee productivity, and 25% the income. So we are testing, but economic use is the basis of that. In a shading, we can create a business model for agroforestry system, but even that, when Charlene mentioned the soil, the protection, when we mix grass with leguminoses, we can incorporate the nitrogen from the air to the soil and don't use the fertilizers, especially nitrogen that relate to emissions, carbon emissions. So there are many tools and we can manage. Without shading, then we promote our study in Brazil, the carbon balance, we can incorporate 11 tons of carbon in the soil. Of course, with a lot of technology, a lot of best practice. And nowadays, there are new credit access for farmers, and the basis is ESG agenda. The basis is bioinputs, biological control, and we have access the rural production costs and investments. If you buy a new warehouse or buy a tractor, something like that, not just production costs. And the basis of that is how about your production systems? Special, very special conditions, Brazilian society invest money for that kind of initiatives. It's regulated by the central bank. It's a good benchmark. I think we are evolving, and we need more research, applied research, not a pure research, but of course on farm, representative, scale that. I think in our moment. Just one more thing I would say. When you mention economic purpose, we could analyze the wood. Mahogany, it's, do we understand? C'est l'acajou. No, but the wood. It's a very interesting economic purpose, but it's not attend the European Union regulation, because deforestation is zero deforestation. 1 tree if you use the wood. Of course, the satellites, we are happy to use the Sentinel-2, European satellites, because we are working with EUSPA. EUSPA is the European Union Agency for the Space Program. They said use the Sentinel-2, more precise satellite. 1 tree you can detect. So we are testing wood for economic purpose, but it not attend the regulation. That kind of problems we have to solve together. Oui, peut-être apporter un peu une hauteur de vue. Donc, nous, au niveau de l'Alliance, donc, on est une coalition d'entreprises. Donc, on va aussi en fait, soutenir et accompagner des projets de recherche et d'innovation en fait, dans les territoires. Et donc, on travaille sur le café, mais aussi d'autres commodités. On a par exemple, parce que ce qui est important, c'est de lutter en fait, contre ces monocultures. Et donc, par exemple, sur la filière de l'huile de palme, on a lancé un projet en fait, de système agroforestier dans les palmiers à huile, donc dans les plantations de palmiers à huile, donc à Bornéo. Donc, en fait, pour lutter contre la déforestation, c'est très important en fait, de permettre le passage à l'échelle en fait, dans les territoires et pouvoir soutenir les petits producteurs dans cette transition. Mais il faut aussi, ce qui est important, c'est qu'on l'a dit, hein, par exemple, sur la réglementation européenne, il y a beaucoup de petits producteurs et des coopératives qui ne sont pas informés, mais il faut savoir qu'ici, en France, beaucoup d'entreprises voilà, n'ont pas encore pris la conscience de tous ces enjeux. Et il y a aussi donc, un enjeu d'accompagner toutes ces entreprises en France qui importent du café et d'autres commodités qui vont avoir des impacts sur les écosystèmes. Donc c'est important effectivement de les accompagner. Et donc l'Alliance, on a mis en place un programme en fait, d'achat responsable pour permettre aux entreprises en fait, d'intégrer ces questions-là dans leur chaîne d'approvisionnement. Et donc on les aide à transformer donc, leur chaîne d'approvisionnement pour atteindre cet objectif zéro déforestation. Et on le fait avec d'autres parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics, les ONG comme Envol Vert, la communauté scientifique. Il est important de mettre tout le monde autour de la table pour vraiment permettre ce passage à l'échelle, puisque là on parle effectivement de projets qui peuvent être un peu isolés, et l'idée c'est vraiment de soutenir cette mouvance pour pouvoir permettre la transformation sur le terrain. Merci. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait, que vous allez pouvoir potentiellement faciliter des financements avec des bailleurs internationaux
qui vont aller sélectionner des projets qui, par exemple, seraient construits par Envolver ou seraient construits par l'Arbre à Café ou par toute autre entreprise, Café Bock. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on peut accompagner aussi des entreprises à les accompagner dans leur montage financier pour monter des projets innovants. Il faut savoir qu'aussi l'ONU, il y a tout des financements onusiens qui vont financer des projets impact positif, notamment en Afrique. C'est tout nouveau, donc il y a plusieurs milliards qui vont être mis sur le terrain parce que c'est important d'investir aussi dans ces pays. Et donc on va aussi aider les entreprises à avoir accès à ces financements pour permettre cette transformation, aider ce type de projet à se développer en fait dans les territoires. Merci. Alors, Charlène, je garde ton idée, je voulais justement m'adresser à toi. En fait, c'est important d'avoir des financements et des financements qui soient quand même sur un moyen, voire un long terme, pour pouvoir travailler avec les pays producteurs, mais surtout avec les producteurs qui sont désireux et nécessiteux de trouver des alternatives à des modes de production qui peut-être ne sont pas durables et sont peut-être coûteux, ou parce que les institutions ne sont pas comme autant au Brésil aussi solides pour pouvoir les accompagner dans des financements. Comment est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être tu veux réagir là-dessus, donc vas-y, mais comment est-ce que vous allez travailler avec des groupements de producteurs tu me disais que vous identifiez des producteurs qui sont peut-être un peu marginaux et que ce sont eux qui vont réellement se saisir de ces enjeux, et aussi parce que ce sont les plus marginaux, ce sont eux qui, au sein de leur communauté, peut-être vont avoir le plus d'impact. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ces démarches et l'importance de... Alors oui. Alors ils sont pas toujours tous convaincus. Hein. Tout le monde n'a pas envie de sauver la planète, ça serait trop haut. Les systèmes agroforestiers, en général, on a la chance, nous, de travailler au Pérou. Et le Pérou, je pense que c'est un exemple qui est assez spécifique parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que des petits producteurs en fait, qui vont agir de manière individuelle et qui vont se retrouver au sein de coopératives, c'est sûr. Mais généralement, les coopératives, elles font appel à nous dans le cadre du cahier des charges, en fait, qui sont imposés pour la certification organique, pour la certification commerce durable, commerce équitable, le Rainforest, UTZ, on en a plein. Donc du coup, à chaque fois, c'est vrai que l'arbre revient au centre de la question. Donc nous, on travaille avec les producteurs, avec les coopératives qui vont avoir ce besoin-là et qui ont un certain nombre de producteurs. Ça va de la plus petite, je crois, ils ont 60 socios. La plus grande, ils doivent en avoir 300, 400, un truc comme ça. Et donc du coup, avec eux, on va aller identifier les zones qui sont les plus à risque. Et dans ces zones-là, on va aller discuter avec les producteurs de leurs ambitions, etc. Et au bout d'un moment, le cercle se resserre et on arrive à trouver des groupes comme ça sur lesquels avec lesquels on s'entend et on s'accorde sur des valeurs de travail. Et nous, notre enjeu, en fait, à la base, c'est surtout le travail collectif. On essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait un groupe qui gère une pépinière de reforestation et qu'ensemble, ils discutent de ce qu'il y a dans leur zone, de qu'est-ce qu'il faut reforester, de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et en fait, on se rend compte que dans les groupes, il y a toujours un leader qui a généralement été marginal à un moment, qui a eu envie de le faire pour une raison qui n'a rien à voir. Alors, ça peut être quelqu'un qui est complètement converti, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui est curieux. Il y a plein de motivations différentes. Et généralement, les gens, ils suivent pas forcément au début. Ils se disent, oh là, c'est un hurluberlus, ce gars-là. Moi, j'ai pas trop envie de le suivre. Il va planter trop d'espèces sur sa parcelle. Et moi, je suis juste un producteur de café et je ne sais faire que ça. Ça ne veut pas dire que je sais planter des arbres, ça ne veut pas dire tout ça. Par contre, j'ai vécu là depuis toujours, donc peut-être que j'en connais certains. Je me balade dans la forêt depuis toujours. Donc avec mes connaissances et ceux de mes voisins, on peut se fédérer et puis trouver une solution. Et quand ils voient que ça marche chez le voisin, généralement, tout le monde s'engouffre dans le truc et y va. Mais je voulais revenir sur quelque chose avant qui a été dit. Pourquoi l'agroforesterie, ça permet de lutter contre la déforestation ? En soi, ça ne permet pas du tout de lutter contre la déforestation. Je veux dire, on est en train de parler d'une culture soit qui est en plein soleil, soit on va aller déboiser justement un peu une parcelle pour aller mettre du soleil dedans pour produire. En soi, l'agroforesterie, ça n'est pas la solution. La solution, c'est que l'agroforesterie génère des alternatives économiques supplémentaires qui vont permettre de contrebalancer le prix du café qui, sur le marché, est trop faible. Le prix du café vert, il est en diminution depuis des années. Il n'a pas l'inflation. Ce que je veux dire, c'est que le prix n'a pas été nivelé sur le niveau de l'inflation. Donc le café vert, il n'a pas vraiment augmenté en réalité. Donc en fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est ça. C'est que les producteurs, ils sont de plus en plus mal rémunérés pour leur travail. Donc ils ont besoin d'avoir des alternatives économiques supplémentaires pour éviter de faire autre chose. Et c'est quand ils font autre chose qu'ils vont déforester.
S'ils vivaient tous de leur café, ils n'auraient pas besoin de déforester. Je vais revenir là-dessus parce que c'est important. C'est pas parce qu'on plante des arbres qu'on lutte contre la déforestation, ça n'est que de la récupération. C'est pour ça que l'arbre à café, nous aussi d'ailleurs, on penche pour l'alternative économique à la reforestation. Le bois, on en a parlé, les fruits, voilà, il y en a plein qui existent, ça va dépendre desquels, mais c'est une stratégie et c'est ça qu'il faut voir. Donc d'un côté, c'est reforester pour avoir des alternatives économiques sur la parcelle, et de l'autre côté, nous on milite aux côtés des avec des torréfacteurs et avec les gouvernements pour faire en sorte qu'on ait un meilleur prix d'achat du café. Ce qui est vraiment le nerf de la guerre. Le prix d'achat du café, il fluctue tellement comme ça depuis des années. Heureusement, il y a certaines certifications qui sont excellentes, comme SPP avec Etikable, la marque, qui arrive à faire un très bon travail. Ouais. Mais voilà, il faut militer sur les deux. D'un côté, donner aux producteurs la capacité d'avoir une économie qui est locale et qui ne va pas que dépendre d'un prix du marché à l'international. Et de l'autre côté, arriver à les payer mieux pour ce qu'ils font, en fait. C'est indispensable. Ouais. En fait, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, souvent, pour les torréfacteurs, même dans les milieux un peu de spécialité. Cette question de quel est le juste prix pour le produit et de quelle façon est-ce qu'il est vraiment durable, ça reste vraiment un enjeu. Et il ne s'agit pas que de qualité, en fait. Il y a vraiment cette question des services environnementaux qui sont rendus par les plantations. Alors, pour réagir là-dessus, Hippolyte, tu veux réagir à chaud? Je sens. Non, mais il y a quelque chose de très juste qu'a dit Charlène, c'est qu'effectivement, la seule façon pour le consommateur de s'assurer qu'il y ait quelque chose derrière, c'est les certifications. Voilà, elle a oublié de mentionner Déméter, qui est une excellente certification, oui, et qui est sans doute celle qui favorise le plus justement la biodiversité. Il y a une alternative économique, effectivement. On ne lutte pas contre la déforestation, on lutte pour une reforestation aussi et une diversification quand, et malheureusement c'est le cas de la majorité des écosystèmes, quand les écosystèmes ont été dégradés, comme ce qu'on a fait justement au Pérou. Ça, c'est très clair. Et ces alternatives-là, elles ne sont pas que économiques, elles sont aussi économiques, mais elles sont sur l'ensemble de la biodiversité. Je peux vous dire la fierté en fait des agriculteurs quand ils revoient apparaître los armadillos, je ne sais pas comment on dit en français, là, les pangolins dans les plantations, etc., le nombre d'oiseaux qu'ils voient et qui avaient disparu, etc., ils ont l'impression de revenir à la maison. Vous voyez, quand ils sont âgés, évidemment. Et donc d'être fiers du travail qu'ils sont en train de faire. Et après, sur la rente de l'agroforesterie, c'est-à-dire de la sylviculture associée justement à de l'agriculture, dans les pays tropicaux, c'est facile à l'échelle d'une vie, puisqu'en 15 ans, vous avez un arbre que vous pouvez effectivement récolter. Dans nos pays temporés, il faut attendre 50 ans, 60 ans, etc. Donc c'est un pari sur le futur, évidemment sur les prochaines générations, qui est un petit peu plus délicat à faire aujourd'hui avec les petits changements qu'on connaît. D'où l'intérêt d'avoir des financeurs à long terme. Merci. Marcos, would you like to react to what Charlène and Hippolyte said? Yes, again, I liked a lot what Charlène said and Hippolyte said too, all of the three. When I saw the video from India, I remember many regions in Espírito Santo, south of Espírito Santo, even in São Paulo state, it's called the volcanic region. Very small farmers with coffee in shedding. But it doesn't matter the region. When you talk to farmers, when you speak to them, they have a feeling that it's like a lack of recognition. They said, we are doing a lot of things. We are respecting the laws, decreasing agrochemicals to attend the regulations around the world. But we don't feel that the world recognizes what we are doing. That's the feeling. And that's the communication that you have to do to improve the techniques, apply, change the minds. I think that feeling I would like to share you. Because it's always, when you talk to them, you heard that. In Brazil, for each biome, we have to preserve a percentage of the area. In Espírito Santo, in Minas Gerais, the biggest producers, 20%. But Savannah, our Cerrado, is 35%. Amazon, 8%, 80%. It's costs for them. It's preserve the area. You can't touch. It's a lot of a percentage that you have to preserve. It represents maintenance
So that feeling we have to think about when you exchange ideas, when you create a new project and get engagement and of course create awareness. Thank you. On voit bien donc ce dont parle Marcos, c'est les services environnementaux qui ont été définis en 2007 comme l'ensemble des services et des biens générés par des écosystèmes qui contribuent à la survie et au bien-être de la société humaine. Et en fait, Laure, tu me disais, quand on parlait des moyens de la lutte contre la déforestation, qu'un des enjeux, notamment ces services environnementaux et la rémunération de ces services environnementaux, parce qu'on a l'impression que la survie de notre humanité dépend principalement, pas trop de notre agriculture, même s'il y a plein de choses à dire, comme tu l'as souligné, Hippolyte, mais surtout de la façon dont on déforeste ou conserve le système agroforestier au Congo et notamment en Amazonie. Donc tu disais qu'en fait, il y a eu le Forest Summit. Est-ce que tu peux nous commenter ça ? Oui, alors effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu, au mois de mars dernier, il y a eu le One Forest Summit au Gabon. Donc effectivement, l'Alliance a accompagné le président au Gabon parce qu'effectivement, il y a une inquiétude en fait, des pays producteurs face à l'émergence de ces réglementations européennes. Et il y a un besoin d'accompagner en fait, ces pays. Et un des points qui a été abordé, c'est que effectivement, le crédit carbone ne doit pas seulement servir à financer de la reforestation. Les entreprises le font, c'est très bien, mais il faut avant tout en fait, pouvoir préserver l'existant et surtout financer le paiement des services écosystémiques. Donc c'est une annonce qu'a fait le président que effectivement, les crédits carbone doivent aussi permettre le paiement des services écosystémiques. Crédit carbone, Charlène, tu as quelque chose à dire et je crois que Marcos a quelque chose à dire aussi. Alors nous, les crédits carbone, on a... Très rapidement, parce qu'on va prendre quand même quelques questions de la salle après. Bah, nous, globalement, on a statué au sein de l'association. On s'est posé la question à un moment, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Et en fait, on a décidé que non. En fait, sur le terrain, tout simplement, quand on est arrivé à Pichanaki, c'était un ancien projet de crédit carbone, justement, et qui ne dépendait pas de nous. On était juste, on intervenait, on avait 1 an d'existence pour vous dire, alors on était tout jeunes encore. Et en fait, ça a été un flop total. Tous les producteurs se sont retrouvés le bec dans l'eau. Alors ils avaient planté des arbres, c'était mignon, mais malheureusement, l'association qui s'était chargée de ça, finalement, a pris la poudre d'escampette et ils n'en ont jamais vu la couleur. Et en réalité, ça nous est réarrivé plusieurs fois après. Donc en fait, on se rend compte qu'aussi les crédits carbone sur le terrain, c'est un truc encore plus abstrait. Vous imaginez les producteurs qui n'ont même pas accès à Internet, vous leur parlez d'un truc super abstrait la spéculation quasiment sur les terres et sur les arbres. Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre à quoi ça correspond. Et en plus de ça, finalement, le crédit carbone, c'est aussi, on va évaluer le taux de captation d'un arbre, mais en fait, quasiment personne n'est capable de faire ça. Je veux dire, on n'est pas capable de dire un arbre de tel âge, de telle espèce, à tel endroit, il va capter tant. On serait capable de le dire par arbre, mais il faudrait faire des études de dingue juste pour que ce soit sur un arbre. Alors que le crédit carbone, il va généraliser en fait tout ça. Et le fait de le généraliser, ça devient complètement abstrait. Et finalement, on est certainement très très loin de la réalité par rapport aux estimations, quoi. Alors, Marcos, you may want to say something. Il y a des moyennes, hein, donc c'est pas... Enfin, il y a quand même des solutions. Il y a des choses qui avancent. Je suis très virulente là-dessus. Les producteurs sont très déçus. Mais on est d'accord. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, peut-être Élie, tu vas traduire la question. En fait, il me semble, on a discuté de ça, qu'au Brésil, vous avez, bien sûr, il y a les indicateurs avec le bilan carbone de la plantation de café, mais vous avez aussi d'autres indicateurs, notamment l'indicateur de la biomasse sur le sol, la couverture, qui conditionne l'obtention de crédits avec des taux de 0 pour les plantations familiales de moins de 20 hectares. Vous avez aussi peut-être des nouveaux indicateurs qui seront des indicateurs d'arbres. Voilà, on va faire très vite. Ouais. Okay, again. So, for credit carbons, I will focus on this point right now. We need a recognition for the methodology. There's a procedure for reach a platform for credit carbons on coffee plantation. Cattle, there's some examples in agriculture in the world that is effective. We have to publish articles in scientific magazines. We have to prove the methodology. This is the phase that we are. We submitted the pre-feasibility project in Verra system, we all know, right? To create the first platform of credit carbons. One platform is 50,000 credit carbons. In coffee, we will represent 15,000 hectares to 20,000 hectares. If for coffee Arabica, because we're running the study,
for each producing regions, each production system representative, and then analyze. Not using app in the cell phone, because nowadays they use app for analyze carbon balance. We have to take out the plants 10 years. We have to trenchers 2 meters deep, analyze the carbon in a specific laboratory, create a lot of knowledge, and publish in magazines, in scientific magazines. We are in that stage. But as I mentioned to you, the lack of the feeling of lack of recognition. We are mentioning the European Union deforestation, right? We are monitoring farming. What happens if they increase the native area protected? What happens if they start doing a better production system, more sustainable? That's the point. We are monitoring, but they need to get involved in that subject in times of ESG. Alors c'est très intéressant. Je résume 3 points qu'on n'a pas abordés parce que ensuite je vous passe la parole. Parmi les sujets qui sont très chers à Marcos Matos et donc Secafé, il y a la question de la collaboration avec d'autres pays producteurs, à la fois sur la répartition de la valeur, la façon de faire du lobby, auprès notamment des institutions qui représentent les principaux marchés américains, etc. Hippolyte, si tu as quelque chose à rajouter, puis tu avais apporté des échantillons de sol, on pourra montrer ça. Donc ça, c'est un point à apporter aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Il n'y a pas ce côté forcément descendant, l'Europe, le monde occidental qui décide de la façon dont on doit faire évoluer notre façon de produire. On pourrait réagir sur charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, c'est une bonne expression. Il suffit de regarder nos plantations de céréales pour se rendre compte de ça. Sur la question des systèmes agroforestiers, parmi les enjeux, on a quand même la régulation du cycle de l'eau, comme je disais. On a aussi la régulation donc, de la biomasse, le sol et le système qui va stocker le plus de carbone sur la planète et aussi le plus de biomasse. Et c'est aussi lui dont on dépend pour pouvoir produire l'alimentation qui nous nourrit et tous les écosystèmes qui sont autour de nous, etc. Sur la question de l'agroforesterie, il y a quand même un sujet dont on n'a pas trop abordé. On a parlé beaucoup de ces espèces qui peut-être pouvaient avoir une incidence sur les maladies. Hippolyte parlait de la citronnelle. On a parlé des espèces madérables. On a parlé des espèces qui permettent une augmentation des productions de rente avec du maracuya, du curcuma, je sais pas, des passion fruit, voilà, c'est la même chose. Mais on a aussi tout ce qui va être les espèces qui permettent de capter de l'azote, augmenter la quantité de champignons dans un sol. Tout ça, c'est vraiment très technique et sur lequel il faut avoir beaucoup de compétences, beaucoup de patience. Et en fait, c'est pas un claquement de doigts à l'agroforesterie. Comme disait Sunil, ça apporte beaucoup de choses. Mais c'est très technique, il faut des temps d'adaptation et bien sûr, peut-être ça va demander à la fin moins de travail et ça va donner un résultat, c'est-à-dire une fois qu'on aura les ventes moins les dépenses, quelque chose qui sera peut-être plus intéressant, mais ça va prendre beaucoup de temps. On a des producteurs ici super intéressants, Arnaud Cos qui est quelqu'un d'incroyable, chercheur, explorateur. Il y a des échanges de compétences entre Sao Tomé, l'Inde. Hippolyte fait ça sur sa plantation, etc. Et voilà, donc ces petits éléments. Est-ce que vous avez des questions? Hippolyte, tu veux rajouter un truc avant les questions? Non, je voulais compléter ce que tu disais en disant qu'il y avait un nombre infini d'agroforesteries en fait. Et ce qui est fabuleux quand on le fait, c'est cette adaptation, c'est un vrai challenge. Et comme dans le café, on aime beaucoup les équations à multiples inconnus, il est tout naturel que toute personne qui aime le café aime l'agroforesterie et s'y adonne forcément, soit en finançant, soit en achetant effectivement du café, soit en mettant les bras dans le cambouis et plutôt dans le sol. Mais voilà, il n'y a pas une agroforesterie. Et il y a plein d'agricultures régénératrices du sol et des espèces végétales, etc., etc. Et sans intrants chimiques de synthèse pour préserver aussi les aquifères, etc. Tout à fait, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, vous avez parlé de plusieurs niveaux d'agroforesterie, système agroforestier intermédiaire, système avec différents niveaux d'ombrage, etc. À partir de quel moment c'est de la déforestation?
est-ce que l'Union européenne a déjà mis une norme en disant à partir de tant d'arbres, c'est de la déforestation, et à partir d'un tant de taux de couverture, c'est plus de la déforestation? Est-ce qu'il y a... Par rapport à ça, peut-être Laure, tu voudras répondre vite fait, mais sinon, je vous invite vraiment à regarder la table ronde d'hier, parce que ça a été abordé de façon très précise. Donc là, on voulait parler plus, non pas de déforestation, mais vraiment de système agroforestier. On va prendre une autre question, puis ensuite, voilà. Merci, je suis Malidi Omer, je suis du Cameroun. Je représente des producteurs, je ne suis pas agronome. Donc je vais peut-être dire des bêtises, hein, vous allez me les pardonner. Je crois qu'en 1 heure, c'est vrai que le sujet est dense. On ne peut pas voir tous les contours de ce sujet. Mais il y a plusieurs niveaux de débat, de réflexion. L'agroforesterie, il faut caractériser un minimum de ce qu'on considère comme agroforesterie. Vous avez dit une chose très intéressante tout à l'heure à la fin, il y a plusieurs types d'agroforesterie. Parce que le règlement européen dit que l'agroforesterie, c'est la dégradation de la forêt. C'est ce qui est dit dans le règlement. C'est une dégradation de la forêt. Donc, la question se pose donc à des niveaux différents. En Amérique latine, par exemple, on doit reforester. Moi, je suis du bassin du Congo. On doit préserver. Ça veut dire que, en faisant mon champ, ma plantation de caféier, je suis quand même obligé de couper quelques arbres dans la forêt vierge et planter ma plantation. Mais du coup, j'ai dégradé la forêt. Au terme du règlement européen tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est un gros problème. Donc, le problème ne se pose pas de la même manière chez moi. Parce que la cut-off date, c'était le 31 décembre 2020. Ceux qui ont tout bousillé, tout mis à plat, ce n'est même pas un problème. En fait, ce que vous faites, c'est que vous voulez faire une pratique vertueuse de l'agriculture. À la limite, vous n'êtes même pas obligé au regard du règlement européen, puisque les dégâts commis avant le 31 décembre 2020, c'est bon, on ne refait pas l'histoire, c'est dommage, c'est tant pis, c'est pas grave. Donc, vous n'êtes même plus obligé, au regard de ce règlement, de reforester. Maintenant, parce que vous aimez la nature, vous reforestez, vous reboisez, et il y a des crédits carbone, ainsi de suite. Mais vous n'êtes pas obligé, au regard du règlement européen. Par contre, moi qui suis dans le bassin du Congo, je n'ai plus le droit de couper quelques arbres, d'abattre quelques arbres pour faire mon champ de café. Parce que la cut-off date me prend en plein délit, flagrant délit de déboisement, de déforestation. Donc, ce niveau de réflexion aussi, en peu de temps, c'est difficile. Donc, à notre avis, il y a aussi comme une injustice dans ce règlement parce que l'Europe et les institutions mettent beaucoup de moyens pour reboiser et sanctionnent ceux qui n'ont pas déforesté et qui aimeraient quand même faire de temps en temps, et c'est souvent des plantations villageoises, hein, quelques hectares de caféiers. Donc il y a tout un équilibre à trouver. Pour votre information, le CIRAD est en train de conclure une étude actuellement pour caractériser ce qu'on devrait convenir ensemble pour dire oui, une agroforêt, ce serait ça. En Afrique de l'Ouest, Morgane, je termine par ça, en Afrique de l'Ouest, une agroforêt, c'est entre 15 et 20 arbres par hectare. Combien de variétés, ainsi de suite, peu importe, il y a 15 et 20 arbres. Chez moi, au Cameroun, l'étude du CIRAD vient de démontrer qu'en moyenne, actuellement, dans les plantations de café et de cacao, en moyenne, il y a 108 arbres. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faudrait qu'on s'entende, que la communauté scientifique, ceux qui en savent un bout, s'entendent pour dire l'agroforesterie minimum, c'est ceci. Et on n'a pas cette définition actuellement. Il faudrait qu'on y avance, qu'on progresse. Merci Omer. Je proposais à Laure de réagir sur la partie institutionnelle, et parce que sur la partie de définir les systèmes agroforestiers, les injustices et la question de cette variété, je pense que ça prendrait beaucoup de temps. Enfin, malheureusement, on n'a pas assez de temps.
Mais Laure, sur la partie institutionnelle. Oui, non, mais je pense qu'en fait l'Europe est vraiment dans une démarche partenariale avec en fait, les pays producteurs. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été faites par effectivement des pays d'Afrique, d'Asie, donc je pense que ça a été entendu. Et il faut savoir que voilà, le règlement est perfectible et qu'il y a tout un dialogue qui a été mis en place avec les pays producteurs. La Commission européenne travaille sur un benchmark puisque en fait, les pays vont être classés en fonction de pays à fort risque de déforestation, de pays standards et de pays à faible risque de déforestation. Donc il y a encore des discussions qui sont engagées avec les pays. Et donc ça, c'est une étape. On aura les premiers éléments en début d'année prochaine. Donc il y a tout un dialogue qui s'est instauré. Il faut vraiment voir cette réglementation, je pense, comme une avancée, parce que justement, on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit, les règles du jeu qui soient les mêmes pour tous, puisque avant, en fait, on avait des engagements volontaires d'entreprises et d'autres qui continuaient à se sourcer de matières premières conventionnelles. Donc là, ça permet de mettre tout le monde au même niveau. Et donc voilà, sachez qu'il y a ce dialogue qui a été mis en place avec les pays producteurs. Si Marcos veut dire quelque chose, Marcos mentionnait dans la préparation, on n'a pas le temps de tout dire, mais que en fait, la réglementation sur le glyphosate et les résidus de pesticides, notamment européens, avait permis une diminution significative de l'utilisation de ces pesticides au Brésil. Et c'est sûr que l'efficacité écologique des plantations au Cameroun n'est pas la même que celle des plantations au Brésil. Marcos, would you like to react to Mr. Maledi? Again, first of all, I'd like to mention that when I said the feeling of farmers, this gentleman translate it with emotion. That's the feeling when we talk to farmers in Brazil. The same. The feeling of lack of recognition that they do the job. That's the point. Very interesting. They will debate the regulation. I think 2 years. It's 2 years. But I'd like to mention one thing more. This second semester, we will promote 4 exports, and the European Commission will visit Brazil and EUSPA to see the difficulties. We spent 11 years to have all the rural properties geolocated. 11 years. You have to do that in 18 months. It's so difficult to provide that for many different regions. And glyphosate, it mentions the project. We have been analyzing for the last 5 years with a multi-residues monitoring program. 5 years for each producing regions. In Europe, glyphosate is 0.1 ppm. In USA, is 1 ppm. We can attend 0.1. But we export 50,000 containers to Europe. 0 problems in the last years. We have decreased the percentage of problems a lot. If they banned glyphosate, maybe we'll have to apply our capacity building programs for many regions. But today, 0.1, it's okay. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée? Si ça ne vous gêne pas, je voudrais juste prendre le mot de la fin, ou quelqu'un d'autre. Mais en étudiant, on parlait beaucoup des exploitations agricoles. Et en fait, on est quand même dans un moment de notre histoire d'une humanité où en fait, on a à questionner cette question de notre rapport au vivant, de notre rapport aux choses, de notre rapport au minéral, et passer de cette question de l'exploitation à la question du jardinier, à la question du paysan qui connaît ses plantes et qui va pouvoir, par son rapport, son assaise aussi, et ça vaut aussi pour nos torréfactions et les différentes autres questions, justement faire passer cette étape à notre modernité où on va pouvoir nous reconnecter à la fois à la terre, aux arbres, aux vivants, puisque c'est l'expression qui est tellement à la mode aujourd'hui, et changer notre rapport au monde, justement pour ne plus disposer des choses, mais réussir à faire évoluer fondamentalement, parce qu'il s'agit quand même en fait de notre condition d'habilité de la planète Terre, et que le changement climatique, il est dramatique, quoi. Voilà, c'est pas hyper positif, mais comme on a parlé de plein de solutions, en fait c'est pour amener l'énergie du changement, quoi. Ça va ? C'est fini.